Bonjour, vous écoutez les podcasts de Fidesco. Et encore un nouveau vendredi de confinement, on est exactement à 52 jours d'enfermement chez soi. Alors, si ça change pas entre l'enregistrement du podcast et la date de sa diffusion, il s'agit du dernier vendredi confiné et on croise les doigts. Et donc on profite jusqu'au bout pour prendre le temps de faire des nouvelles choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal, comme par exemple écouter des podcasts. Allez, c'est parti, on part une nouvelle fois se confiner, une petite demi-heure à l'autre bout du monde, avec non pas 2 cette fois, mais une volontaire en mission. Bienvenue dans cette 4e interview confinée. Alors je me rappelle qu'à l'arrivée du Covid sur le territoire français, il y avait parfois certains comportements étranges. La maladie étant apparue en Chine, on voyait certains s'éloigner de toute personne d'origine asiatique par peur de tomber malade. Alors il faut le reconnaître, c'est une réaction étrange et tout à fait étrange. Et j'espère que ce n'est pas, ou du moins plus votre cas, car nous partons en Asie. Direction la Thaïlande pour rejoindre Claire, qui est enseignante d'anglais auprès des Sœurs du Bon Pasteur, dans une ville bien particulière, Pattaya, et on l'appelle tout de suite. Allô ? Allô, allô. Bonjour Claire, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va. Si j'ai bien compris, il faut plus t'appeler Claire ? Non, il faut m'appeler Nam Oi maintenant. Nam Oi ? Ouais, ça veut dire canne à sucre. Alors là, va falloir que tu nous expliques pourquoi canne à sucre. Je t'avoue que c'est encore un grand mystère pour moi. Je sais pas du tout. C'est un nom qu'on t'a donné ou que tu as choisi ? Non, c'est un nom qu'on m'a donné. Quand les volontaires viennent au centre, on leur donne des surnoms thaï pour que ce soit plus facile de les appeler. Claire étant trop compliqué à prononcer, mon nouveau surnom est Nam Oi. Alors, dis-moi Nam Oi, en préparant l'interview, il y a une question qui m'est tout de suite venue. Quand on sait que Pattaya est réputée pour le tourisme sexuel, concrètement, comment des sœurs se sont retrouvées à habiter dans cette ville ? À la base, les Sœurs du Bon Berger travaillent beaucoup avec les pauvres dans les campagnes. Principalement les femmes et les enfants, mais donc principalement dans les campagnes. Et aussi dans le nord-est de la Thaïlande. C'est une région qui s'appelle Isan, et peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler davantage après. Mais c'est une région qui est assez connue pour souffrir de la pauvreté, et c'est une région très rurale. Et il se trouve que beaucoup de femmes qui viennent de ces campagnes-là viennent dans cette province et viennent à Pattaya, depuis plusieurs décennies, pour pouvoir se faire de l'argent un peu autrement et un peu plus facilement et pouvoir en donner à leur famille par la suite. Et donc les Sœurs du Bon Pasteur ont tout simplement suivi ces femmes et elles sont parties, elles sont venues s'installer à Pattaya pour venir accompagner ces femmes ici aussi. Et donc elles ont créé des centres, en tout cas un centre qui s'appelle Fountain of Life. En quoi ce centre est-il une fontaine de vie ? Je dirais d'abord une fontaine de vie parce que par le travail qu'on y fait, c'est simplement que je pense que c'est les voies que certaines de ces femmes ont été obligées à un moment ou l'autre de leur vie de prendre. C'est des voies de destruction et c'est peut-être un peu un grand mot, mais de mort de leur sentiment de dignité, de leur confiance en elles. Et donc revenir au centre et pouvoir apprendre quelque chose d'autre, pouvoir apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle compétence, c'est revivre un petit peu et voilà, reprendre conscience de leur dignité, de leur beauté et de tout ce qu'elles peuvent faire. Donc par le travail, par les cours qu'on peut donner au centre, qu'on peut leur offrir, c'est leur aider à retrouver un petit peu de leur vie. Et puis tout simplement, je dirais, c'est aussi l'ambiance générale du centre. Pour ceux qui... je sais pas comment dire. J'essaie de faire ça proprement. Au-delà des cours qui sont dispensés pour les femmes, les cours de langue, les cours d'informatique, les cours de coiffure, c'est l'ambiance générale lorsqu'elles viennent ici retrouver leurs amis, c'est le bruit de toutes les conversations, de tous leurs rires quand elles mangent tout ensemble au centre,
des rires avec la sœur, des rires avec les membres du staff, les arbres en fleuris, enfin, tous ces petits détails qui font que on sent qu'il y a une vraie joie et oui, voilà, une vraie vie. Le centre accueille spécifiquement des femmes pour leur redonner justement cette vie dont tu parlais. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce centre et quel est l'objectif vis-à-vis de ces femmes, l'objectif final ? Je dirais qu'il y a 3 objectifs concrets et le but ultime après. Premier objectif très concret, c'est du coup, comme je l'ai dit, dispenser des cours. Donc elles peuvent avoir accès à des cours d'allemand, des cours d'anglais, des cours de français, des cours d'informatique, des cours de massage traditionnel thaïlandais, des cours de coiffure et des cours de confection de bijoux. Et donc voilà. Et elles peuvent avoir accès à ces cours-là et ça leur permet une reconversion professionnelle. Donc pour celles qui n'ont plus de travail ou celles qui travaillent dans les bars, c'est une bonne opportunité pour pouvoir se faire de l'argent autrement et voilà, pour pouvoir vivre autrement. La deuxième chose qu'on peut offrir, entre guillemets, c'est un aspect peut-être un peu plus... comment dire, un peu plus social. Alors ça, du coup, c'est pas tant la part des volontaires que surtout le travail de la sœur et des membres du staff ici. C'est-à-dire une sorte, mettre en place des entretiens psychologiques et des temps de partage, un réel accompagnement plus social, voilà, avec les femmes. Et je dis que c'est surtout la sœur qui s'en charge parce que elle a une formation d'assistante sociale et donc elle met en place plusieurs processus pour pouvoir accompagner les femmes. Et la troisième chose, troisième objectif du centre aussi, c'est par des temps de réunion. Donc tous les mercredis, par exemple, on réunit toutes les femmes et donc de faire des ateliers de prévention, de réduction des risques. Donc faire des petits séminaires ou des petites conférences sur le trafic d'êtres humains, sur comment se protéger, sur les maladies sexuellement transmissibles, tout ça. Donc voilà. Et en fait, à travers ces trois objectifs-là, ces 3 activités qu'on met concrètement en place au centre, bah finalement, l'objectif vraiment ultime, c'est, comme je le disais auparavant, de leur faire vraiment reprendre conscience de leur dignité et de leur beauté et qu'il faut qu'elles apprennent enfin pas qu'elles apprennent, mais il faut pas qu'elles oublient de prendre soin d'elles et que, oui voilà, qu'elles voient à quel point elles sont belles. D'ailleurs, il y a une phrase, si jamais il y a peut-être une phrase importante à retenir vis-à-vis du centre de la Fontaine de Vie, c'est une sorte de Sainte Marie Euphrasie, celle qui a fondé les Sœurs du Bon Pasteur, et c'est une seule personne a plus de valeur que le monde entier. Et donc voilà, on essaye tant bien que mal au centre de leur faire goûter un petit peu de ça aux femmes, de leur faire rappeler qu'elles ont plus de valeur que le monde entier. Ça me fait penser à une phrase de Sainte Bernadette Soubirous qui parle de la Vierge Marie à propos des apparitions. Elle dit de la Vierge Marie: elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne. Donc face à ces femmes qui sont issues de situations de vie bien douloureuses, comment toi t'arrives à garder ce regard d'amour, à regarder vraiment chacune comme une personne au-delà des situations personnelles difficiles? Je dois avouer que c'était une question que je me posais avant de partir et je pense que c'était un peu une de mes plus grandes... Pas une de mes plus grandes... Enfin, c'était une question que je me posais avant de partir pour la mission. Je me demandais dans quelle mesure j'allais réussir à avoir ce regard-là et finalement ça s'est vraiment fait tout seul et ça n'a pas du tout été une difficulté. Elles sont tellement joyeuses, heureuses que elles rigolent en permanence et elles sont dans cette soif d'apprendre et de passer du temps ensemble. Alors venir au centre, c'est un moyen pour elles de prendre plus confiance en elles et je pense que parfois d'oublier un petit peu ce qu'elles peuvent vivre au quotidien. Et donc à travers la joie qu'elles partagent, elles ramènent pas toujours ce côté lourd, parfois
oui, parfois lourd et angoissant qu'elles peuvent vivre. Et donc les regarder comme des personnes, c'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué du tout. Ce sont des personnes, quoi. Ouais. Chouette. Là-bas, j'ai cru comprendre, au-delà de la prévention, des enseignements, toi, tu t'inscris là-dedans en enseignant l'anglais, si j'ai bien compris. J'imagine que tu dois quand même parler thaï, pour te faire un peu comprendre parfois. Combien de temps t'as mis pour comprendre et parler la langue ? Alors je pense que même là, ça doit faire 9 mois que je suis ici. Je ne dirais pas jusqu'à dire que je comprends le thaï et que je parle le thaï. Et je pense que c'est beaucoup trop compliqué pour que j'y arrive à un moment ou à un autre. Mais voilà, on va dire petite anecdote. Par exemple, moi je trouve que c'est l'exemple le plus significatif. Kao, selon l'intonation que tu y mets, peut vouloir dire il ou elle. Ça peut vouloir dire nouvelle à la télé. Ça peut vouloir dire blanc, la couleur, ou ça peut vouloir dire riz. Donc tu te doutes bien que ouais. Donc là voilà, je n'irai pas jusqu'à dire que je comprends et que je parle, mais la sœur nous a donné la chance au tout début de suivre des cours de thaï. C'était 2 heures par semaine et donc voilà, donc j'ai pu essayer d'apprendre un petit peu comme ça. On a fait comme ça les premières semaines et après il a fallu laisser plus de place à la mission et donc le temps passé au centre. Mais ça s'apprend un peu sur le tas, et puis c'est ça qui est joli aussi, c'est qu'au final les meilleurs profs que j'ai, c'est les femmes. C'est les femmes quand elles sont au centre et que quand elles voient que j'ai vraiment vraiment du mal sur un mot ou que j'ai vraiment du mal à leur expliquer quelque chose, on se regarde, on rigole et puis chacun prend un dictionnaire et puis on essaye de se faire comprendre comme ça et donc j'apprends les mots au fur et à mesure. Donc tes élèves deviennent tes professeurs. Exactement. Mais du coup, ça a fait des choses un peu bizarres parce que maintenant, je pense qu'il y a certaines conversations de base en thaï que je ne suis pas capable de faire. Mais par contre, te faire une leçon en thaï sur sur les articles définis et indéfinis, ça je peux. Ah oui, bon. Tu enseignes l'anglais. Par contre, si j'ai bien compris, tu es confinée. De quelle manière tu poursuis ta mission ? Ça a été un peu compliqué. Enfin, ça m'a fait un peu peur de voir comment la mission pouvait se réadapter puisque le centre a fermé. Et finalement, en quelques jours, ça s'est fait. Maintenant, je vis au centre avec P-Team, qui est... c'est celle qui fait un petit peu tout au centre, dans le sens où c'est la cuisinière, c'est celle qui s'occupe du jardin, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est plus technique au centre. Et donc voilà, tous les matins, il s'agit de faire le ménage du centre. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'en retire une vraie joie. Et pour moi, ça reste quelque chose qui met du sens à ma mission parce que je le dirai pas assez à quel point j'admire P-Team et c'est une vraie joie de pouvoir donner un coup de main à celle qui donne un coup de main à tout le monde au centre. En parlant de volontaires, vous êtes en recherche. Pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que les candidatures pour Fidesco sont toujours ouvertes. Après l'ouverture des frontières, il y aura toujours des grands besoins, donc n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@fidesco.fr. Voilà, petit aparté pub. Oui, non mais venez, nous avons besoin de vous. Tu disais que le centre avait fermé. Que deviennent les femmes ? Fort heureusement, une grande partie d'entre elles a pu rentrer avant que les déplacements soient un peu interdits, dans les campagnes du nord de la Thaïlande ou du nord-est de la Thaïlande. Il y en a qui se retrouvent un peu à la rue. En fait, au centre, il y en a quand même beaucoup de femmes qui sont... je ne sais pas comment dire ça, qui sont avec ce qu'on appelle des farangs ici, c'est-à-dire c'est des hommes qui viennent d'Europe, principalement des Danois, des Allemands, des Français et des Anglais. Et le problème, c'est que souvent elles vivent au crochet de ces hommes-là, qui
parfois ne sont que de passage. Et c'est un peu aussi la mission qu'on a au centre, c'est en essayant de leur faire prendre confiance en elles, c'est de leur montrer que voilà, qu'elles n'ont pas forcément besoin d'être avec un homme pour avoir de la valeur, et que ça peut être aussi des femmes indépendantes si elles sont assez confiantes si elles ont assez confiance en elles. Et donc voilà, le problème c'est que certaines d'entre elles vivent de manière complètement dépendante de ces hommes-là. Et donc avec la situation du Covid, beaucoup d'entre eux sont rentrés dans leur pays et sont partis de la Thaïlande, et donc certaines n'ont plus de logement, elles n'ont plus d'argent, donc sont obligées de vivre dehors. Du coup, le tourisme sexuel qu'il y a d'habitude dans cette ville a quasiment peut-être disparu avec la situation, en tout cas. Ça change quoi dans le paysage de Pattaya? Est-ce qu'il y aura des conséquences ensuite? Quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce que t'en penses? Au niveau du tourisme sexuel, les gros centres, c'était Walking Street et je traduirais ça en français, ça fait des noms bizarres, mais la rue de la plage. Et c'est là où on voyait plusieurs femmes qui travaillaient de manière indépendante, entre guillemets. Et étant donné que maintenant, avec le confinement, l'accès aux plages est très très limité et très surveillé, bien évidemment, les femmes ne viennent plus là pour y travailler. Et puis de toute manière, des touristes, il y en a plus vraiment non plus à Pattaya. Parce que la grande majorité des touristes, c'était des Chinois, des Coréens et des Indiens. Et donc, de manière générale, il y a beaucoup moins de touristes. Mais en plus, comme ce sont des populations qui voyagent un peu moins maintenant, forcément, Pattaya se retrouve complètement vidé. Par exemple, pour prendre un exemple typique, le centre est entouré de 3 hôtels. Les 3 hôtels sont complètement vides. Si on revient un peu à la mission là, du centre dont tu nous parlais tout à l'heure, il y a une part aussi de prévention et puis de lutte pour la dignité des femmes. Si j'ai bien compris, dans ton rapport de mission, ces actions sont menées à offrir des cadeaux de remerciement aux autorités. Et dans une robe que tu as particulièrement appréciée. Est-ce que tu peux nous raconter? Oh là là. Oui, alors comment raconter ça avec dignité, je ne sais pas. Ça, c'était un événement magnifique pour le centre, parce que tous les ans, depuis 3-4 ans, je dirais, le centre met en place une sorte de petite manifestation dans les rues de Pattaya contre la violence faite aux femmes et aux enfants, en lien avec d'autres organismes qui travaillent pour ces causes-là aussi en Thaïlande. Et voilà. Et donc la police encadrait le tout. Donc c'était quand même un événement assez important pour le centre et pour la cause que le centre défend. Donc c'était très très fort comme moment. Mais comme il s'agissait de représenter le centre vis-à-vis des autorités, quand on allait arriver à la mairie pour pouvoir offrir des cadeaux de remerciement à la police et aux autorités locales pour nous avoir permis de faire cet événement, la sœur nous a demandé, donc aux 3 autres volontaires et moi-même, de porter des petites tenues que le centre avait. Donc on s'est retrouvés 4 Européennes, 2 Allemandes et 2 Françaises à porter des robes, mais vraiment des robes longues avec de la dentelle qui gratte et un maquillage énorme et des fleurs dans les cheveux. Enfin, c'était assez particulier comme moment. Mais bon, on dit abandon mission, alors on dit d'accord. Bon, on imagine très bien les robes de princesse que peuvent porter les jeunes femmes thaï. En plus d'enfiler des robes bouffantes, c'est quoi la chose la plus incongrue que tu as été amenée à faire? Pour la période de Noël, le centre fermait pendant 2 semaines, et donc la sœur nous a proposé de rejoindre le père Reynaldo, qui est un prêtre indonésien qui vit dans le nord de la Thaïlande et qui travaille qui travaille pour les ethnies qui vivent dans les montagnes. Et pendant les 23, 24 et 25 décembre, le père nous a demandé de l'aider à animer quelques temps un petit peu de célébration, mais joyeux, dans les écoles de la campagne, auprès des enfants, pour faire vivre un petit peu l'ambiance de Noël avec les enfants. Et donc, en
2 jours, je crois, on a fait le tour de plein d'écoles à monter des sapins, démonter des sapins, remonter les décorations de Noël, enlever, et donc faire des spectacles devant les enfants. Sauf que le père Rinaldo est quelqu'un d'assez spontané, dira-t-on. Et donc, parfois, il nous disait, vous montez là sur la scène et vous faites quelque chose, vous animez les enfants, enfin, vous animez quelque chose pour les enfants, faut les faire tenir 20 minutes le temps que tout se prépare. Et donc, on s'est retrouvés à faire apprendre la Macarena de manière complètement comme ça spontanée. On s'est retrouvés 4 volontaires sur une estrade à enseigner la Macarena à environ une 50aine de petits qui devaient avoir entre 5 et 10 ans et qui parlaient pas du tout anglais et qui des détails et voilà, et on a essayé de leur faire apprendre la Macarena pendant 20 minutes du coup, et c'était assez épique. Franchement, je me suis arrêtée à un moment je me suis dit mais Claire, qu'est-ce que tu es en train de faire là? mais c'était magique parce que ça, c'était tellement surprenant comme moment que ça en devenait vraiment rigolo et qu'on en riait tous ensemble, que ce soit les volontaires ou les enfants, et au fond même le père se moquait un petit peu de nous. Donc c'était un beau moment, mais je n'y attendais pas du tout. Excellent. Ce qui marque aussi le plus les volontaires, ce sont les rencontres. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement d'une rencontre qui t'a particulièrement marquée? Je pense que la rencontre qui était le plus inattendue pour moi, et qui pourtant reste une des plus marquantes, c'est justement celle avec Pitine. Parce que je m'attendais pas à avoir autant d'admiration pour les femmes qui travaillent au centre. À mes yeux, c'est vraiment des superwomen. Vraiment, c'est vraiment des superwomen. Et Pitine surtout, parce qu'elle fait partie de ces gens qui travaillent tout en discrétion et qui pourtant sont complètement indispensables. Et je sais pas, pour dessiner un peu le personnage, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui aime beaucoup travailler et qui aime le travail bien fait. Elle aime pas parler pour rien dire, mais c'est toujours la première à rire et à prendre soin des autres. Et en fait, c'est pour moi une rencontre magnifique parce que c'est un des plus beaux témoignages de... Comment dire ? Bon, ça va peut-être faire un petit peu niais comme formulation, mais c'est un des plus beaux témoignages d'amour donné au quotidien que j'ai pu voir, qui m'a été donné de voir. Parce qu'elle se donne aux autres, mais tout en douceur et calmement. Donc, ouais, je pense que c'est ma plus belle rencontre ici. Moi, quand je pense à la Thaïlande ou de manière générale l'Asie, c'est peut-être un gros raccourci, mais en termes de religion, je pense plutôt au bouddhisme. Toi, comment tu vis ta foi en mission ? Étant dans un pays bouddhiste, vivre la foi a parfois été un peu difficile parce qu'il y a un certain désert vis-à-vis de ça. Il y a quand même pas beaucoup d'églises, il y a même pas tant que ça de messes à rejoindre, pas tant que ça il y a pas vraiment une forte communauté nécessairement à rejoindre, donc ça a parfois été un petit peu difficile, mais au final, ce petit désert, même si le mot est très grand pour ce que c'est vraiment, amène vraiment à quelque chose de magnifique, parce que justement ça amène à voir le bon Dieu dans autre chose que les temps qui sont vraiment mis en place pour le bon Dieu. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que du coup depuis le début de l'année, j'essaye de lui faire plus de place dans mon quotidien et à travers des choses toutes simples. Par exemple, faire le ménage avec Pitine les matins, maintenant, c'est... Dans ma tête, c'est je passe le balai, je frotte, et en même temps, je sais pas, je pense à lui. Et c'est d'autant plus fort pendant ce temps de confinement. Merci de nous avoir partagé tout ça. Merci pour ton témoignage. Merci à toi, et merci à vous d'avoir la patience de m'écouter. Pour tous ceux qui écoutent, justement... merci d'avoir écouté, et puis on se retrouve vendredi prochain pour un tout nouveau podcast, et le lieu n'a pas encore été décidé, donc je ne peux pas vous faire de teasing, vous verrez bien le jour J.
En tout cas, moi j'aimerais bien proposer un petit truc à Claire avant de lui dire au revoir. C'est que j'aimerais bien qu'elle nous envoie, je sais pas ce que vous en pensez, qu'elle nous envoie une photo d'elle dans sa superbe robe. Et comme ça, on pourra la mettre en story, on pourra la voir. Voilà. Je sais pas trahison, si Marine, trahison. Oh là là là. Je peux faire ça, comme on dit, c'est dit. Ok, cool. Du sacrifice. Du sacrifice, décidément, on te demande beaucoup, Claire. Oh là là. Bon, merci Claire, merci à tous, et puis à bientôt. Prenez soin de vous.